Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler inflation et on va parler déflation. On va essayer de comparer un peu les deux et on va essayer d'analyser quel scénario est le plus probable et dans quel futur on va se diriger. Ok. Alors premièrement, je voulais vous montrer cet article qui était donc une édition de la Bloomberg Business Week de 2019. Alors Bloomberg, c'est quand même une organisation qui a la réputation d'être un peu sérieuse. Hein, c'est pas The Economist par exemple. Euh, Et c'est marrant parce que donc en 2022, ils ont publié ça, Is Inflation Dead, avec ce dinosaure là complètement dégonflé. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, il y avait quand même une bonne partie de vieux money managers à Wall Street qui étaient persuadés qu'en fait, de leur vivant, ils n'allaient plus revoir d'inflation. Que pour les 20-30 prochaines années, on allait vivre dans un monde complètement déflationnaire, en fait, qu'on allait continuer sur notre lancée et qu'il n'y aurait pas de problème. Manque de bol, en 2022, on a eu l'inflation la plus haute depuis 1981. La Fed a effectué le, le cycle de hausse de taux d'intérêt le plus rapide de son histoire, ou du moins un des plus rapides de son histoire, à monter les taux de 525 BPS en 18 mois. C'est beaucoup, 5,25%. Et la Fed, c'est une vieille organisation, hein. C'est pas la BCE qui a même pas 30 ans. La Fed, elle a été fondée en 1913, donc il y a quand même un historique là-dessus. Tout ça pour dire, historiquement, les gens, en fait, qui nous expliquent qu'on va partir en déflation et que le monde va être sympa et machin, le prix des assets va continuer à monter, ces derniers temps, ils ont quand même bien tendance à se tromper. Ok. Euh, donc, maintenant, l'idée, c'est de prendre les arguments inflation-déflation et de les comparer. Donc, inflation, d'ailleurs, j'aurais dû le marquer. Hop, fiscale, relativement ou complètement laxiste. Le fait qu'il y a à peu près tous les pays de l'OCDE, des États-Unis en passant par la France, en passant par le Japon, etc., qui ont des déficits jumeaux, donc à la fois un déficit budgétaire et à la fois un déficit de balance commerciale. Okay. Tout ce qui va être aussi guerre et tensions politiques, on a ça en Ukraine depuis 2022, on a ça au Moyen-Orient, peut-être que dans un futur plus ou moins proche, il y aura ça en Asie aussi. En fait, la guerre, c'est inflationniste parce que ça fait dépenser plus dans des trucs qu'on n'a pas réellement besoin et qui sont peu productifs, voilà, sur le plan économique. Cinquième, cinquième trait, on va dire, on a le vieillissement de la population. Et ouais, c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, alors c'est aussi vrai en Asie, hein, quand on regarde le Japon, quand on regarde la Corée du Sud, même en moindre mesure la Chine aussi, c'est à peu près valide chez eux. La population vieillit et avec une population vieillissante, les dépenses de santé elles augmentent, le, le coût de la transition démographique augmente, et surtout d'ailleurs dans nos États-providence à nous, en France, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie, etc., nos systèmes de sécu, nos systèmes de retraite, etc., nos systèmes socialistes font que ça va continuer à creuser le déficit budgétaire qui déjà essaie de toucher le fond, hein, mais il continue à creuser. Euh, Sixième point, ce que j'aime appeler la greenflation. Donc en gros, l'inflation liée aux mesures sur la transition écologique. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, ils nous pondent de plus en plus de régulations parce que changement climatique, parce que le soleil est chaud, etc., parce que mère nature. Le problème, c'est que plus de réglementation égale c'est plus cher de faire des trucs, de créer des infrastructures, d'investir dans l'énergie, etc. Euh, donc, ça va créer un sous-investissement dans certaines industries, notamment l'énergie. Et, euh, et on finit par le coûter cher parce que la vie augmente. C'est pour ça que la facture énergétique de l'Allemand moyen a fait x3 depuis que l'Allemagne a commencé à fermer son parc nucléaire en 2012. Euh, Typiquement, si vous vous donnez un exemple rapide, la Chine, je ne sais plus dans quelle province c'était, Sangjuin ou quelque chose comme ça, ils ont construit 6 centrales nucléaires en 3 ans pour un coût de 18 milliards. Et là, le Royaume-Uni est en train d'essayer de construire un réacteur qu'ils avaient arrêté de construire dans les années 80, que là, ils veulent reprendre, etc. De base, ils étaient censés le finir en 2021. Au final, là, ça va être fini pour 2029-2030. Et ça leur aura coûté 54 milliards. Ça, c'est inflationniste. Ça. Et dernier point, la montisme, c'est quand même. C'est structurellement inflationnaire. Il n'y a pas vraiment d'autre manière
de l'expliquer. 2 plus 2, ça fait 4, le protectionnisme, c'est inflationnaire. C'est comme ça. Maintenant, en faveur de la déflation, on va voir l'argument classique qui est effectivement le capitalisme, en fait, couplé à la mondialisation, c'est quelque chose de déflationnaire. Oui, parce qu'en fait, on essaie toujours d'optimiser dans nos sociétés capitalistes la production. En fait, on essaie toujours de produire plus avec moins, ou au moins de produire plus avec les mêmes ressources. Ok. Euh, Typiquement, c'est un peu le dicton du tous les jours, les entrepreneurs se lèvent en se demandant bah, comment ils peuvent produire plus avec moins. C'est un peu comme ça que c'est un peu comme ça que ça marche. L'IA aussi. L'IA, c'est un peu le narratif du moment. L'IA, ça va être déflationnaire, etc. Ouais, on verra, hein, mais ça m'a l'air un peu compliqué. Euh, le problème sur le capitalisme et la mondialisation, c'est que certes, sur le papier, c'est déflationnaire, mais quand tu regardes à peu près à toutes les économies du monde et qu'elles ont tout un déficit budgétaire et qu'elles stimulent toutes fiscalement, si tu regardes la France, ça stimule. Tu regardes les US, ça stimule. Tu regardes le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, l'Inde, la Chine, ça stimule fiscalement. En fait, vous regardez à droite à gauche, un peu partout, et tous les pays, vous voyez, dépensent plus que ce qu'ils ont à la fin de l'année. Ça, c'est quand même pas très déflationnaire en fait. Bon, dernier point, effectivement, la Chine, ça a été une grosse force déflationnaire sur les 30-40 dernières années, parce que la capacité industrielle de la Chine était énorme, parce que le coût du capital était extrêmement bas, parce qu'on a pu délocaliser nos usines, nos factories, nos supply chains en Chine et, et gagner, ou du moins économiser beaucoup d'argent là-dessus. Euh, Encore une fois, que ce soit sur les matériaux, que ce soit sur les panneaux solaires, que ce soit sur la main-d'œuvre pure, que ce soit sur les autos aujourd'hui, vous voyez que la Chine sort une voiture BYD à 11 000 dollars alors que Tesla c'est 50 000 et Volkswagen c'est 40. Bon, ça c'est déflationnaire pour le client final, c'est une bonne chose. Le problème c'est qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué. Le coût du capital est plus si cheap que ça en Chine. Par exemple, il y a plusieurs CEO d'industrie, encore une fois, de matériaux, construction, acier, etc., qui expliquent que, en fait, maintenant, en plus, étant donné les relations un peu compliquées qu'il y a entre la Chine et les US, ils préfèrent délocaliser leur nouveau site de production au Mexique, parce qu'en fait, maintenant, le Mexicain moyen coûte à peu près autant que le Chinois moyen. Et si ça peut éviter de prendre potentiellement une menace de 200% de tarifs par Trump la semaine prochaine, bah autant délocaliser au Mexique, quoi. En fait, ça, je sais pas combien de temps ça va rester dans l'équation, mais c'est vrai que c'était encore une fois une très bonne chose pour l'Occident lambda. Ok. Maintenant, la réalité des chiffres, ok, c'est que bah, la dette nationale en 2019, elle est passée de 22 trillions, et à l'échelle globale, vous pouvez prendre la M2, donc qui est la money supply, qui est passée de 82 trillions en 2019 à 123 trillions aujourd'hui. En fait, on a plus de 40 trillions qui ont été créés sur les 6 dernières années et demie, en gros, hausse de 50% de la masse monétaire. Question pour les pro-IA, est-ce que l'IA va être capable de déflationner 41 trillions en 6 ans? Business model avec un retour sur capitaux investis négatif, hein, au passage, et zéro marge brute. Encore une fois, un peu complexe, quoi. Euh, Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la thèse de c'est pas un bug, en gros, c'est une feature, si vous voulez. En gros, l'idée avec ça, c'est que la théorie économique lambda, c'est déficit budgétaire à 6-7,5% du PIB, vous allez finir avec de l'inflation. C'est mathématique, c'est comme ça, c'est pas négociable. Et en fait, l'idée, c'est que, qu'à peu près du monde développé, parce que c'est comme ça que tu gères le problème plus global de la dette sur le PIB. On entend tous, voilà, là, les ratios 110, 120, 130% de dette sur PIB pour la France, pour le Royaume-Uni, pour les US, pour le Canada, etc. C'est comme ça, c'est avec de l'inflation que tu peux gérer ce problème. Parce qu'en fait, je pense pas qu'ils voulaient réellement une inflation à 9, 10, 12% comme on a vu au pic de 2022. Et encore, ces chiffres sont négociables, hein, les chiffres officiels. Dans la réalité, c'était peut-être à peu près de 15-20%. Mais la vérité, c'est que je pense pas qu'ils voulaient une inflation aussi haute. Je pense qu'ils voulaient une inflation à 5-6%,
Quand vous avez une inflation à 5-6 et que d'un autre côté, vous avez les rendements obligataires, donc votre 10 ans lambda dans à peu près tous les pays, qui est à 3 3,5, bah, en fait, ça vous permet ce spread entre les 2, ça vous permet de rouler votre dette, en fait, et de faire défaut sur votre dette lentement mais sûrement, et pas via un gros choc qui créerait de la panique et de l'anxiété sur les marchés et qui ferait cracher la bourse et cetera, mais via, si vous voulez, l'atrophie qui vient de l'inflation, en fait. Et effectivement, les créanciers, qui achètent votre obligataire, bah, eux, à la fin de l'année, en termes réels, ils ils ont un rendement négatif. Mais les gens ont pas l'air d'en avoir grand-chose à faire. Ils achètent toujours leur assurance vie et cetera, avec des obligations. Que ça soit en France ou ailleurs, hein, en Allemagne, c'est pareil, aux US, c'est pareil. Et voilà, en fait, l'idée, c'est que l'inflation grignote, si vous voulez, la valeur, de la dette nationale, et qu'en fait, c'est encore une fois, c'est une bonne manière de rouler votre dette. Et si vous voulez, de pas faire un remake des Grecs en 2011 qui se réveillent un matin et qui disent à l'Allemagne, bah ouais, en fait, on a refait les comptes, là, on peut plus vous payer, donc on fait défaut. Et ça a quand même créé un sacré bordel. L'idée, c'est d'éviter ça. Et c'est un peu la manière la plus optimale de le faire, selon moi. En fait, l'idée, c'est que vu que la dette ne pourra jamais être payée, encore une fois, la dette ne pourra jamais être payée. 29 trillions, 22 pardon, trillions en 2019 pour les US. Aujourd'hui, ils sont à 38. On ne pourra jamais rembourser la dette. Donc, vu que la dette ne peut pas être remboursée, elle doit être dévaluée. Ok. Et en fait, je pense il y a pas aussi vraiment, vous me direz ce que vous en pensez, mais il n'y a pas réellement d'appétit politique pour une hausse des taux d'intérêt. Vous voyez Trump, à chaque fois qu'il tweetait un truc sur Powell, c'était always too late, Powell, etc., parce qu'il voulait qu'il baisse les taux et Powell refusait. Maintenant, on a Kevin Warsh qui vient d'être nominé à la Fed. On sait très bien pourquoi il a été mis en place. Il va relancer du QE parce que c'est comme ça qu'on regresse un peu les roulements de la machine. Et comme disait Lynn Eldon, nothing stop this train. Et c'est tout. Et en fait, de toute façon, pour la petite parenthèse, sur tous les directeurs de banque centrale, les chairman de la Fed, etc., moi je pense que fondamentalement, en fait, tous les directeurs de banque centrale sont dovish, sauf Volcker, pour qui j'ai une certaine admiration. Mais le problème, c'est qu'on peut pas avoir de Volcker 2.0 aujourd'hui avec un ratio de dette sur PIB qui est à 120, 125, 130%. Parce que juste le relèvement des taux, quand Volcker il a foutu les taux à 20% pour tacler l'inflation, euh, le service de la dette exploserait en fait. C'est en 2 trimestres, on ferait faillite, donc le plan Volcker 2.0, ça marche, ça n'existera pas. Donc en fait, moi, ma thèse globale là-dessus, c'est que l'inflation, c'est un peu le chemin de moindre résistance politique. C'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils continueront. Maintenant, à la fin de la journée, c'est bien beau d'avoir des grandes théories, etc. Vous avez peut-être aussi entendu des opinions qui étaient plus pro-déflation. L'inflation était morte, les obligations se remettraient à surperformer, les matières premières s'effondreraient. C'est pas le cas. À l'inverse, on a toujours les métaux précieux, les métaux industriels qui surperforment, on a les producteurs de matières premières qui surperforment, on a les obligations de pays émergents, notamment sur les TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, donc c'est de l'obligataire qui est linké au taux d'inflation, et le but en théorie c'est de vous donner un rendement réel. Donc l'obligataire des pays émergents qui surperforme l'obligataire des pays développés. C'est pour ça que le TIPS 10 ans en Amérique il est à 2%, et le TIPS brésilien il est à 14%. Ouais. Historiquement, les pays émergents, en fait, sont plus réactifs à resserrer la politique monétaire en cas d'inflation. Et du coup, leur taux monte beaucoup plus vite. Et le dernier exemple, c'est en gros ce qu'on appelle un steepening de la courbe des rendements. Ouais, yield curve, c'est courbe des rendements. En fait, le steepening de la courbe des rendements, c'est quand le spread, la différence entre des taux courts, donc typiquement du 1 an, 2 ans, et les taux longs, 10, 20, 30 ans, augmente. Ok. Je vous invite à regarder le 10 ans US contre le 1 an US. Il y a 4 ans, c'était comment? Il y a 3 ans, c'était comment? Aujourd'hui, c'était comment? Et bah, le spread, il augmente. Et ça, c'est un signe très inflationnaire. Ok. Maintenant, euh,
Exemple rapide, donc si on fait une règle de 72 pour l'inflation, pour vous expliquer rapidement à quel point c'est vicieux, avec une inflation donc à 1,5%, les prix doublent tous les 48 ans, à 2%, les prix doublent tous les 36 ans, 3%, ils doublent tous les 24 ans, et à 4%, ils doublent tous les 18 ans. En fait, prenez le français lambda qui a 45 ans, qui commence à s'imaginer à la retraite. Il pense avoir assez, mais en fait, si on a une inflation réelle à 4% annuelle, en fait, quand il aura 63 ans, il sera 2 fois moins riche, il aura 2 fois moins de pouvoir d'achat en termes réels. Et, et là, c'est vraiment un problème si vous n'avez pas d'allocation. Ok. Maintenant, comment on investit dans un régime inflationniste, dans un monde inflationniste? Bah, en fait, je pense que la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut, dans quoi en fait on veut pas investir dans un monde inflationniste? Alors, typiquement, vous voulez éviter les entreprises qui ont des marges faibles, ok, parce qu'ils vont à partir du moment où l'inflation va recommencer à pointer le bout de son nez, elles vont se faire squeeze. Et là, le free cash flow devient négatif, le cours en bourse se pète la gueule, etc., etc., etc. Ok. Vous voulez aussi éviter les entreprises qui ont leur cost of goods sold, qui sont indexés, qui sont liés à l'inflation, de manière générale. Vous voulez éviter les entreprises qui n'ont pas de mode sur les switching costs, qui n'ont pas de pricing power, parce que à partir du moment où ils vont vouloir augmenter leurs tarifs pour rester alignés avec l'inflation globale, et bah, les clients vont se barrer. Ok. Typiquement, pensez aux télécoms. Vous voulez pas des business qui génèrent pas encore de cash. Ok. Si le business génère pas de free cash flow, l'idée de ouais, mais bon, dans 3 ans, il générera du free cash flow, mais là, pas encore. S'il y a de l'inflation, ce sera pas dans 3 ans, ce sera dans 10 ans qu'ils généreront du free cash flow. Les prévisions seront revues à la baisse. Et, et c'est pas bon, encore une fois, pour votre PNL. Vous voulez pas non plus des business qui ont besoin toujours de capital supplémentaire pour survivre. En gros, des business qui sont sur des modèles de capital heavy. Euh, et vous voulez éviter tout ce qui vend du discrétionnaire. Ok, parce que le discrétionnaire en période d'inflation, c'est un peu le premier truc que les gens sacrifient dans leurs dépenses mensuelles, c'est le discrétionnaire. Euh, donc, en gros, les secteurs à éviter de manière plus globale, donc le retail, les staples qui sont... Généralement, staples, produits ménagers, en fait, c'est des bonnes positions à avoir pour anticiper un crash, pour anticiper un Black Nestlé, vos Coca, vos Procter Gamble, vos PepsiCo et General Mills et compagnie, ils vont prendre que moins 25. Ok. Le problème, c'est que sur une période d'inflation relativement longue, les staples, encore une fois, se font squeeze et vous voulez pas avoir ça. Télécom, j'en ai parlé. Agroalimentaire, alors il y a des exceptions, mais en fait, vous voulez pas d'agroalimentaire qui génère pas de cash et qui n'ont pas de switching costs, quoi. Ok. Et biotech. Maintenant, à l'inverse, sur quoi on peut investir? Typiquement, vous pouvez passer un filtre en fait sur les stocks, même les ETF de manière plus générale qui vous intéresseraient en vue de former une allocation anti-inflation, on va dire. Et il faudrait qu'ils cochent ces critères-là. Donc, un produit ou un service qui n'est pas discrétionnaire, ok. Du free cash flow positif aujourd'hui, pas l'année prochaine, pas dans 2 ans, aujourd'hui. Des marges brutes et des marges opérationnelles élevées. Revenus récurrents. Encore une fois, revenus récurrents, par contre, pas en discrétionnaire. Euh, des actifs réels sur le bilan, donc, ouais. Modèle asset heavy, ok. Producteur de matières premières, peut-être de l'IMO avec des REITs aussi, c'est pas débile. Mais en fait, vous voulez des actifs tangibles sur le bilan, quoi. En fait, de manière générale, vous voulez plus des entreprises de type value pour finir. Donc, ça, voilà. Première année d'économie, le prix des actifs s'est déterminé entre l'intersection. Donc, investir dans des actifs, encore une fois, réels, métaux précieux, métaux industriels, immobiliers. Tout ce qui va être obligataire, mais alors, tips dans des juridictions qui yieldent pas 2,5% comme les US, quoi. Hein. Et sur l'obligataire classique, vous allez essayer d'aller chercher de l'obligataire dans des juridictions avec une inflation qui est basse, typiquement la Suisse. Mais du coup, le revers de la médaille de ça, c'est que les rendements obligataires suisses sont toujours extrêmement bas parce que c'est stable et parce que tout le monde en veut. Et c'est pas demain que la Suisse vont faire défaut sur leur dette, contrairement à d'autres pays occidentaux. Euh, Action cyclique, donc concrètement, vous voulez chercher des opérateurs qui ont des coûts fixes élevés, ok,
et qui sont valorisés en dessous de leur coût de remplacement. Ça vous donne en fait une marge de sécurité intéressante. Vous pouvez trouver des industries qui tradent à des 20, 30, 50% de leur coût de remplacement. Les drillers offshore, c'est le cas. Les raffineurs également, les Valero, les Marathon Petroleum, etc. Ils tradent à peu près 30% de discount de leur coût de remplacement. Et bah, tout le monde a besoin de leurs usines. Tout le monde a besoin, encore une fois, de leur asset tangible, en fait. Mais ça donne un bon coussin de sécurité parce que si demain, par exemple, ils doivent restructurer, ils doivent se séparer de tout ce qu'ils vont appeler leur non-core asset, etc., et bah, ils peuvent quand même tirer plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards de ces assets. Ils peuvent les utiliser pour s'occuper en partie de la dette. Ils peuvent faire de l'issuing sur une dividende spéciale, par exemple, pour les actionnaires. S'ils estiment que l'action est vraiment sous-évaluée, ils peuvent faire des buybacks, ils peuvent racheter leurs shares, ok. Donc ça, c'est intéressant. L'énergie, parce qu'en fait, l'énergie, c'est un peu le seul vrai secteur qui garde un pricing power, même quand il y a une destruction de la demande. Ok. On l'a vu en 2007, on l'a vu en 72, 77, 80, etc. L'énergie, c'est un peu la valeur sûre quoi, dans un monde inflationnaire. Et tout ce qui va être donc matériaux, santé, utilities, donc vous voulez des revenus domestiques, ok. Vous voulez un pricing power. Généralement, ça, c'est des industries qui ont une demande inélastique, c'est pour ça qu'on les aime. Et vous voulez de la supply chain qui marche à peu près correctement, ok. Qui dépend pas de pays qui vont prendre 40% d'inflation par mois, comme le Zimbabwe ou voilà, ce genre de choses. Vous avez compris, ok. Donc, bah, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Voilà, l'inflation, comment investir, ce que j'en pense. Et passez une bonne journée.